Et en présence des lecteurs de Mediatico, qu'on remercie de nous avoir rejoints ici au Grand Voisin, nous recevons maintenant Asma Chouta. Bonjour Asma. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Vous êtes la directrice de l'association INVI, qui est spécialiste des échanges de pratiques professionnelles dans le secteur de l'aide à domicile. Si on regarde un petit peu votre parcours, vous avez démarré par des études de droit, vous êtes engagé dans le secteur public, à la mairie de Muro notamment. Plus tard, vous êtes repassé par l'ENA, vous avez passé un Master 2 de gestion publique. Tout à fait. Avec l'association INVI aujourd'hui, est-ce que vous mettez finalement en œuvre les politiques publiques sur le thème de la dépendance? C'est ça que vous êtes en train de faire? Tout à fait, c'est-à-dire que INVI est un opérateur qui travaille main dans la main avec la puissance publique pour mettre en œuvre les politiques publiques qui ont été décidées. Alors, quel est le diagnostic que vous portez sur le grand âge et la dépendance? INVI, effectivement, vous l'avez dit Frédéric, c'est une plateforme de modernisation et de professionnalisation où il y a effectivement lieu des échanges de pratiques entre des professionnels et entre des usagers, des demandeurs d'emploi, mais qui aussi propose des solutions opérationnelles. Des solutions opérationnelles pour professionnaliser et puis pour faire que cette filière se structure. Et les enjeux de la dépendance sont aujourd'hui vraiment des enjeux forts face à un vieillissement de la population qui est accru. À l'horizon 2030, un tiers de la population sera concernée par un âge qui avoisine plus de 65 ans, dont une grande partie sera quand même dépendante. Donc tout l'enjeu, c'est la prévention de la dépendance. La grande complexité et les enjeux de ce secteur, c'est qu'il nécessite d'être modernisé. Et il n'y a pas d'observatoire national qui recense tous les chiffres. Voilà. Et c'est un des grands enjeux de la réforme grand âge qui s'annonce, notamment. Donc vous appelez à la constitution d'un observatoire national? En tout cas, c'est très important, notamment pour évaluer la question de la qualité de vie au travail, pour évaluer les besoins en recrutement, pour évaluer le nombre de structures qui interviennent, pour répondre en adéquation avec ce qui est identifié sur le terrain. Alors quand on regarde un petit peu la presse sur ce sujet-là, moi j'ai l'impression qu'on voit souvent deux types d'informations un petit peu contradictoires finalement. Premièrement, la silver economy est en plein boom. Deuxièmement, la France serait en retard. Qu'est-ce qui est vrai dans ces deux affirmations? C'est une excellente question. La France est absolument pas en retard, pour moi. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations. Le vrai enjeu, c'est comment on transforme l'essai. C'est la capacité d'accompagner, de soutenir les bonnes idées, les idées innovantes, parce que l'innovation, elle est sociale, mais elle est aussi technologique, elle est dans les processus. Pour répondre précisément à votre question, la silver economy est en plein boom, mais ce qui manque selon moi, et ça c'est moi qui pense ça, et certains aussi qui me côtoient, c'est la question de est-ce que l'offre de la silver economy est en adéquation avec les besoins des usagers? C'est la vraie question. Et c'est ce rapprochement-là qu'offre INVI à travers son hub autonomie. Et quelle est votre réponse? Notre réponse, c'est de impliquer les usagers, impliquer les aidants, les aidés, les professionnels sur l'identification des besoins et surtout de bien articuler l'offre, de l'accompagner pour qu'elle réponde aux besoins. J'avais envie de vous demander quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'action et le positionnement des pouvoirs publics. Et en regard de ça, quelle est la place de l'économie sociale et solidaire face à ces enjeux? Il y a deux questions. Moi, je pense très sincèrement que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'enjeu du vieillissement de la population et puis aussi des personnes en situation de handicap, surtout quand les âgés sont en situation de handicap. Je pense que la prise de conscience est là. Ensuite, il y a une réalité, c'est celle des finances publiques. Je pense qu'effectivement, une loi à grand âge est essentielle. Néanmoins, les pouvoirs publics vont avoir une difficulté, c'est-à-dire de prioriser les forces, prioriser les actions pour que les réponses soient à la hauteur des attentes. Il y a une grande attente des professionnels, des usagers eux-mêmes, des aidants, des aidés, des intermédiaires. Le sujet de l'ESS, il est complètement intégré. Déjà sur la question de l'emploi. Pour moi, la question de l'emploi, elle est totalement, elle doit être intégrée sur la question de l'économie sociale et solidaire. La question de l'attractivité des métiers, c'est un sujet, le rapport Libault l'a pointé. La mission Myriam El Khomri, que j'ai l'honneur d'avoir intégrée en début juillet,
on rencontre toutes les fédérations, tous les acteurs, prônent le décloisonnement entre santé sociale et médico-sociale, le décloisonnement entre domicile et établissement, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la complexité qu'on rencontre dans les territoires, elle existe dans ce secteur. Mais la question du recrutement, la question de l'emploi, la question de la valorisation de ces métiers, c'est un vrai sujet, encore une fois. Ce sont des emplois non délocalisables, des circuits courts vers l'emploi, du moment qu'on met en place des systèmes qui permettent d'expliquer que ces métiers, ce n'est pas des femmes de ménage, c'est des métiers du lien social, c'est des métiers de la rencontre entre un usager, un aidant familial et un professionnel. La première personne qui est devant une personne âgée, c'est une auxiliaire de vie, c'est une aide-soignante. Voilà. C'est une aide à domicile. Et donc, ce sont des personnes qu'il faut former. Et en construisant des parcours courts, en travaillant sur l'insertion professionnelle, on contribue effectivement à l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et il y a beaucoup de structures de services à la personne, de plus en plus, qui sont labellisées ESUS, qui doivent répondre aux exigences de l'entreprise solidaire d'utilité sociale. Tout à fait, qui reversent donc leurs bénéfices dans le système et qui ont vraiment le souci d'accompagner ces personnes dans leur qualité de vie au travail, dans leur amélioration de vie au travail, dans leur insertion, dans leur épanouissement. Voilà. Alors Asma Chouta, vous avez cité le rapport de Dominique Libaud et c'est vrai, vous l'avez dit, le plus important au fond, c'est de savoir quels sont les besoins, les attentes et les propositions des Français. Le gouvernement a donc lancé une grande consultation sur le sujet. Elle a été menée en partie par la plateforme make.org. C'est cette plateforme qui a conduit finalement à la constitution des propositions du rapport Libaud. C'est impressionnant cette consultation. Quel est le regard que vous portez dessus ? Ce rapport contient des propositions qui sont vraiment essentielles au secteur. Voilà. Des priorités. Et des priorités en matière d'organisation, de financement, de solutions, notamment les EHPAD. Ce qu'on aimerait, c'est que le domicile soit aussi concerné. J'ajoute qu'INVI, ce n'est pas que le domicile, c'est l'aide à la personne. Et on travaille sur une trajectoire de vie où le chez-soi, il peut être à domicile, en établissement, à un moment donné, un instant T de la vie de l'usager. Donc c'est vraiment l'aide à la personne au sens global, l'autonomie au sens global. Donc le rapport Dominique Libaud est un rapport complet, est un rapport qui priorise, notamment sur la question de l'attractivité des métiers, qui si on ne fait rien... C'est sa toute première proposition. Voilà. Investir dans l'attractivité des métiers. Et c'est aussi l'un de vos axes prioritaires de travail, et pas depuis cette année. Non. INVI est une plateforme humaine, avant d'être une plateforme technologique. Il y a des professionnels qui écument les territoires sur le département des Yvelines, parce que nous, on prend nos racines dans le département des Yvelines, dans une vallée de la Seine qui a été désindustrialisée progressivement. Et il fallait trouver un levier économique qui permettent d'apporter de l'emploi, de la valeur sur un territoire qui devenait sinistré. Voilà, il y a un rebond, mais qui, à l'époque, dans les années 2005, on est en plus pas mal dans les lois Borloo, donc il y avait une opportunité qui permettait à nos élus locaux de développer une étude d'opportunité de faisabilité de la création d'une plateforme. Et des demandeurs d'emploi avec des bas niveaux de qualification et des besoins en emploi non couverts et des usagers qui avaient besoin de services. Donc on a développé INVI dans la perspective de professionnaliser, de faire une conférence des financeurs emploi-formation, de permettre d'apporter des financements sur un territoire et de valider des projets, d'accompagner des demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, on est content d'accompagner plus de 500 personnes chaque année dans leur professionnalisation. Mais tout l'enjeu, c'est que ces personnes puissent aussi bien, grâce à des instruments de la formation professionnelle, de pouvoir aussi bien travailler à domicile que de travailler en établissement. Donc la question de la refonte de la formation, de rendre accessible la formation au plus grand nombre, est un vrai sujet. Bien sûr, la question de la rémunération, la question de la qualité de vie au travail, la question du champ conventionnel, qui n'est pas égal quand on est dans les entreprises et dans les associations. On avance, mais la question de l'attractivité des métiers
ne pourra pas passer sans un travail sur les conventions collectives et sans un travail sur la formation professionnelle et sur la reconnaissance de ces métiers. Asma Chouta, chez INVI, vous organisez aussi un grand salon des innovations pour l'autonomie qui s'appelle l'Itonomie. Ça se passe début octobre, les 9 et 10 octobre, là, cette année. C'est le rendez-vous international de l'innovation dans les services à la personne. Ça se passe au Muro, sur votre campus. C'est la 3e édition. C'est la 3e édition. Qu'est-ce qu'il y a de neuf cette année? Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, on a, en 2017, lancé un événement, Itonomie. Et on se disait, mais nous, on veut rassembler l'usager et on veut le rendre acteur, et les professionnels, on veut les rendre acteurs de l'innovation. Et donc, on s'est dit, on veut décloisonner. Et donc, Itonomie, en faisant la première édition, on s'est dit, on veut faire un salon de l'innovation sociale et de l'innovation technologique en faveur de l'autonomie des personnes, mais on veut qu'il soit ouvert à tous. On veut qu'il soit aussi bien pour le grand public que pour les professionnels, que pour ceux qui recherchent des innovations, que pour ceux qui recherchent des solutions pour leur famille, et puis acculturer à la question de l'innovation. Parce qu'on avait une caricature du robot auxiliaire de vie, voilà, qui nous vient des pays asiatiques. Et nous, on voulait expliquer que non, c'est une solution pour améliorer les conditions de travail, pour éviter. Mais il faut de l'humain, bien sûr. Et c'était le message. Et on a voulu adosser à ce salon, outre des conférences sur les regards croisés internationaux, sur l'habitat de demain, sur la question de l'éthique, sur la question de la ville connectée. Face au succès de la première édition, on a créé une 2e édition. Et cette année, la nouveauté, c'est que le département des Hauts-de-Seine et le département des Yvelines nous ont rejoints dans l'aventure et portent totalement avec nous le salon Itonomie. Et il devient effectivement le salon des 2 départements et d'INVI. Voilà. Alors, chez Mediatico, on s'intéresse aussi, vous le savez, au modèle économique des structures de l'économie sociale et solidaire. Oui. C'est quoi le modèle économique de Itonomie et d'INVI et du Social Lab? On n'a pas encore parlé du Social Lab. Tout à fait. Alors, INVI, c'est une association loi 1901 qui, au démarrage, était essentiellement financée par des fonds publics. On n'a pas de label utilité publique, mais on a une mission de service public qui nous est donnée par la Caisse nationale de solidarité par l'autonomie, par le Conseil départemental des Yvelines, par la région Île-de-France, c'est le ministère du Travail, etc. Les collectivités territoriales, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, plus récemment Saint-Quentin en Yvelines. Donc on commence effectivement à avoir l'ensemble des financements publics disponibles, notamment les fonds sociaux européens. Et puis pour travailler sur le champ de l'innovation et développer le hub Itonomie et Itonomie, on a dit qu'on devait travailler avec le privé. Le champ privé. Et on sait qu'aujourd'hui, on en parle dans les médias, le monde associatif, les modèles économiques des associations, parlons des associations, ne peut aujourd'hui être en bonne santé si on n'intègre pas des groupes privés, des fonds privés notamment. À quelle hauteur ? Alors, dans l'idéal, ce serait intéressant d'avoir un 30-70, 30 pour les groupes privés et 70 pour avoir une évolution. Aujourd'hui, on arrive à 10%. Donc c'est en train de se construire. C'est un modèle économique en train de se construire. Et puis, on pense effectivement à créer une fondation Itonomie de manière à pouvoir percevoir des mécénats, puisqu'on pense qu'on est sur vraiment un sujet de société. Et je pense on rencontre régulièrement des grands groupes qui ne demandent que des beaux projets à accompagner. Le privé est assez emballé. Je cite Malakoff Médéric parce que c'est le premier groupe privé à nous avoir fait confiance. C'est important. Et nous avons aussi Microsoft qui nous accompagne dans le cadre du Social Lab. Et nous sommes en train de recevoir effectivement des propositions d'autres groupes. Donc j'espère pouvoir revenir vous dire que le modèle économique est à 50-50. Dernière question, quelles sont vos ambitions pour INVI? Comment vous voyez INVI dans 3 ans? Tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des INVI dans d'autres départements pour que d'autres structures, que ce secteur d'activité et que les personnes et les citoyens puissent disposer d'outils tels que cette plateforme. Parce qu'on sait la difficulté et la soutenabilité des finances publiques et je sais combien dans d'autres départements c'est compliqué de les mettre en œuvre. Eh bien, merci beaucoup Asma Chouta d'avoir été notre invité et d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Mediatico. On vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup Frédéric. Merci.